Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve en dehors de ma chronique littéraire. Je vous retrouve avec un auteur c'est son premier livre. Et moi j'ai adoré, donc c'est pour ça on va aller un peu plus loin cette fois-ci, c'est-à-dire que j'ai l'auteur qui est près de moi et on va être en direct avec lui pour pouvoir échanger. Donc son livre, ça s'appelle Et les chrysomes ou l'éternité en partage. C'est une très très belle histoire qui vous amène dans les années 40, mais bien plus loin encore, parce qu'on va suivre un personnage qui est très particulier, un peu borderline, un peu très entouré de femmes, dans le showbiz, la haute société entre la France et les États-Unis. Mais qui peut en parler mieux que l'auteur? Donc je vais laisser Philippe Librero se présenter. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction Brigitte. Oui, effectivement, mon premier roman, donc, qui était Les chrysomes ou l'éternité en partage, est venu en complément de mon activité de thérapeute, puisque je suis hypnothérapeute. Et ça a été un réel plaisir de me lancer dans cette aventure. Et ce qui est marrant, c'est que, alors du coup, je fais la passerelle avec mon activité. Ouais. Puisque j'étais en recherche, comme le personnage principal du livre, j'étais en recherche de réponses, j'étais dans une quête personnelle, et j'avais un blocage sur l'écriture. Un blocage sur l'écriture qui était lié, malheureusement pour moi, à une phrase d'un parent qui m'a dit, plutôt que d'écrire, tu ferais mieux de travailler. Donc voilà. Ça a été pour moi une injonction qui m'a poursuivi pendant 30 ans. Et j'ai cherché à la lever et à travers diverses disciplines, et c'est grâce à l'hypnose que j'avais pu endiguer cette injonction et me lancer dans mon livre, et du coup j'en ai fait ma profession, quoi. Voilà, parce qu'en fait au départ ce que j'ai appris, c'est que tu étais passionné d'écriture, tu as toujours voulu écrire en fait. Oui, tout à fait. Donc c'était à la base vraiment ce que tu avais choisi. Absolument. Comme quoi les paroles sont très importantes, parce qu'un mot peut arrêter beaucoup de choses, peut enrayer une passion, peut transformer, et avoir un mal-être qui crée là-dessus. Donc ce film, peut-être ça sera un film d'ailleurs dans le futur. Ah, tu fais bien. Effectivement, je l'ai envoyé à une amie qui est écrivaine, journaliste à Paris, qui m'a dit que ça ferait un très bon film. Mais bon. Pour l'instant, donc on cherche, on en profite pour lancer un appel directement. Et ce premier livre, oui, moi j'ai adoré. Donc toi, tu es venu à l'hypnose. Oui. À travers cette expérience, à travers le fait que tu aies compris. Mais avant de parler de l'hypnose, j'aimerais beaucoup qu'on reparle un petit peu du livre, parce que ce personnage moi j'ai beaucoup aimé le livre dans le sens où on a le premier chapitre, les premières pages, c'est un monsieur, donc le personnage principal, qui s'en va faire une séance d'hypnose. De régression, pardon. Hypnose régressive, parce qu'on va apprendre qu'il y a 2 hypnoses différentes. Oui. Hypnose régressive. Et puis 3 pages après, nous voilà partis dans l'aventure de ce jeune homme qui est passionné de couture. C'est ça. Parce qu'on est dans le milieu de la mode, qui est passionné de couture. Et c'est extraordinaire tout ce qu'il vit, comment il arrive à percer dans ce milieu, qui va jusqu'au bout, mais en même temps qui est effectivement borderline. Et moi au début, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? J'ai pas capté au début. Donc je suis revenu en arrière, puis je suis revenu. Et là, on comprend, et après on est pris dans l'histoire, on a envie de savoir vraiment jusqu'où il va aller, qu'est-ce qui va se passer pour ce homme-là, et comment ça va finir. Donc j'ai beaucoup aimé. Et évidemment, on est toujours un peu à la frontière de la folie, quelque part. On est quand même un peu toujours à la frontière de la folie. Oui. Entouré de femmes. Oui. Il a des hauts et des bas. Donc en fait, ce personnage nous révèle carrément ce que compose la vie, quoi. Des hauts et des bas, etc. Des joies, des tristesses. Oui, en effet, en fait, à travers Luigi, qui est le personnage principal, j'ai voulu retracer une vie de lui qui n'était pas lisse, parce que déjà ça n'aurait eu aucun intérêt. Et l'idée, c'était de mettre en exergue un petit peu que quand on est idéaliste, effectivement, on est forcément frustré par la vie, puisque l'idéal n'existe pas. Et Luigi est un être d'absolu. Et qui va effectivement, bien qu'il va franchir des échelons, non sans mal, puisqu'il y aura diverses embûches. Ouais. Mais, alors je vais pas révéler la fin, évidemment. Ah non, il ne faut pas. Voilà. Le but, c'est de lire le livre, quand même. C'est ça. Mais naturellement, c'est une leçon de vie et c'est un enseignement. Et effectivement, je me sers de l'hypnose comme support.
parce que pour moi, c'est l'outil le plus puissant par expérience, puisque je me suis formé à diverses disciplines, hein, que ce soit la sophrologie, la kinésiologie, etc. Mais pour moi, l'hypnose, c'est ce qu'il y a de plus direct, on va dire. D'accord. Ouais. Par contre, là, dans le livre, on ne parle pas d'hypnose, puisque c'est plutôt l'histoire de ce personnage, toutes les tribulations, tout le long de sa vie, en fait. On va tout le long de sa vie. On apprend, par contre, on apprend beaucoup de choses sur sa vie, mais au dernier chapitre, c'est ça qui est génial. C'est que le dernier chapitre, on a peut-être un peu survolé, mais moi j'aime beaucoup, c'est le dernier chapitre s'appelle, d'ailleurs le titre s'appelle La Lumière. Oui. Et là en fait, une fois qu'on a eu toute cette histoire, qu'on a eu sa vie qui s'est déroulée dans ces pages, là on capte pourquoi. Voilà, c'est ça. Bah, l'idée, c'est aussi de surprendre le lecteur. Ah mais carrément, là. Sinon, quand on ouvre l'emballage, on est déçu. Donc, c'était. Alors la première, chronologiquement, la première idée, c'était de jalonner l'histoire de Luigi à travers des hauts et des bas et de tenir le lecteur en haleine. Et évidemment, c'est de l'amener dans un final où il ne s'y attend pas, quoi, forcément. Carrément. Et dans l'histoire, on a un personnage qui existe sans exister, parce que Luigi est passionné d'art, et notamment de la peinture. Alors l'art, la sculpture, etc., la peinture, mais notamment la peinture. Et il est passionné par un peintre Caravaggio, c'est ça ? Caravage, pardon. Ouais. Caravage. Et il est passionné par Caravage. Et ce qui est... Alors là, on voit effectivement... Moi, j'ai fait un lien, en tout cas, je ne sais pas si ça a été volontaire dans l'écriture, mais Caravage, j'ai été voir les toiles, elles sont assez sombres. Ouais. Et Luigi, il a des moments quand même aussi très... Alors, Caravage a révolutionné son époque par le réalisme de sa peinture. Ouais. Et Luigi, lui, a révolutionné la couture parce il était tellement passionné de ces femmes lui, c'était tellement important pour lui qu'il a effectivement bousculé un petit peu les notions, les conventions dans la couture, au point que, bon, on ne va pas tout dévoiler, mais il a une grosse réussite aux États-Unis et c'est plus compliqué pour lui en France. C'est ça. Quand il vient. Ouais. C'est ça. On n'est jamais prophète en son pays. Voilà. Et effectivement, tout comme le Caravage en son temps par rapport à la peinture, Luigi est sorti des codes. Et effectivement, le parallèle était volontaire dans la mesure où, tout comme Caravage, Luigi aussi entre ombre et lumière. C'est ça. Et... donc du coup, c'est vrai que d'où le personnage qui n'est pas très lisse et qui a une trajectoire à rectifier s'il veut évoluer d'un point de vue humain, on va dire. Mais c'est vrai que je me suis vraiment amusé et j'ai découvert en plus, à travers le Caravage, vraiment un personnage énigmatique, mystérieux. Et au fond, derrière cette noirceur, il y a la lumière. Ouais. Oui, ben ça, de toute façon, c'est la dualité. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et voilà. Effectivement, c'est passionnant quand on fait le lien. C'est juste génial. Par contre, il y a aussi le côté où il est quand même très... ce personnage, il est... comme tu disais au départ, quand on est tellement passionné et tellement perfectionniste, on est toujours dans l'insatisfaction, en fait. C'est quelque chose d'assez phénoménal, ça. C'est ça, c'est un jusqu'au-boutiste blessé. Alors, il a ses blessures du passé, puisque c'est un... Comme nous tous, d'ailleurs. Comme nous tous, ouais. D'autant que lui, ses parents étaient des déracinés, lui-même, donc, par transition, on va dire, par ricochet, l'était aussi, étranger en son pays... Enfin, à son pays natal d'Italie, étranger en France, étranger aux États-Unis, perte de repères, blessure par rapport à la mère, une relation fusionnelle, des trahisons, et du coup, à la fois il encensait la femme et en même temps, alors je vais utiliser un mot trivial, mais il a souillé aussi quelque part dans son attitude. Oui. Mais et quelque part, c'est grâce à la femme qu'il va se révéler quand même. Donc, complètement. Mais la femme joue un rôle important puisqu'on est déjà dans la couture, qui s'adresse plutôt à la femme, dans la couture, et en même temps, dans ses relations, parce que autant la femme va le faire monter, autant elle le fait... il descend aux enfers. Autant il a le succès avec les femmes, autant il descend aux enfers. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il est, du fait de son parcours, justement, et de toutes ses blessures antérieures, il a quand même un côté très revanchard, il a besoin de réussir, quoi. Pour lui, c'est vraiment vital. Autant il peut y avoir des personnages
qui se contentent de ce qu'ils ont. Ils évoluent, ils avancent, etc. gentiment. Lui, non. Il veut tout très vite. C'est ça. En fait, c'est vrai que Luigi est un carriériste. Même si c'est un passionné, ça reste un carriériste. Et à travers ce roman, j'ai voulu montrer qu'à travers notamment la discipline, enfin à travers l'hypnose en toile de fond, on va dire, j'ai voulu montrer qu'on peut changer. On peut changer et c'est pas forcément dans cette vie, quoi. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on aborde un petit peu... Ou dans les vies passées, d'ailleurs. Ou dans les vies passées, voilà. Donc oui, le livre, l'histoire, c'est un roman superbe parce qu'on a justement cette intrigue on ne sait pas la fin. Donc moi, je vous invite à le découvrir, Electrisium ou l'éternité en partage, de Philippe Librero, aux éditions Douro. Mais si vous tapez le titre sur Internet, ça va apparaître, donc il n'y aura aucun problème. Et là, effectivement, à la fin, on va basculer un petit peu parce qu'à la fin, on apprend, on devine, quand on arrive au dernier chapitre sur la lumière, il y a des explications qui sont apportées et on comprend encore plus et encore mieux toute l'histoire passée. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on comprend. Et là, il y a une vraie analyse qui a été faite. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, effectivement, c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte de l'importance de l'hypnose, je dirais, et qu'on se rend compte qu'il y a des relations avec le passé. Donc, il y a 2 styles d'hypnose. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Oui, bien sûr. Rapidement. Oui. Exposer, voilà. Alors, le distinguo, déjà, il y a l'hypnose évolutive, c'est une hypnose spirituelle aussi, et il y a l'hypnose régressive. Alors, l'hypnose évolutive s'appuie, on va dire, sur des protocoles pour régler des problématiques communes, si je puis dire. Mais l'hypnose de régression va plus loin dans la mesure où il y a des schémas répétitifs, des schémas toxiques répétitifs, dont on n'arrive pas à trouver une solution ou à enrayer en tout cas ces schémas. Est-ce qu'on peut parler de karma à ce moment-là ? Cette notion de karma ? Oui, aussi, ouais, ça on peut l'intégrer, mais c'est surtout qu'on peut trouver effectivement des réponses dans ces vies antérieures. Ouais. Et combien de séances j'ai pu faire avec des personnes qui effectivement venaient, qui avaient fait le tour des thérapeutes et qui tournaient en rond depuis des années, mais qui n'arrivaient pas à se libérer, à s'affranchir donc de certains schémas. Et en fait, en une séance de régression, le simple fait de comprendre l'origine et de l'accepter aussi. Ouais. Ben ça faisait voler en éclat le blocage, en tout cas, le schéma répétitif ou le blocage émotionnel. Il y a une transmutation qui se fait au niveau de ce schéma répétitif ou du blocage, quoi. Ouais, parce que ce qui se passe parallèlement, contrairement à d'autres disciplines que j'ai pu expérimenter aussi, du côté du client et du côté du thérapeute, c'est que sous hypnose, en fait, on est traversé. Et c'est pas simplement des mots, c'est pas simplement une libération verbale. C'est-à-dire qu'on est réellement traversé et il y a quelque chose qui se passe et qui se déclenche. D'ailleurs, la médecine a reconnu les bénéfices de l'hypnose depuis 1992. Absolument. On fait des anesthésies au niveau opération bénigne, on va dire. On fait des anesthésies sous hypnose maintenant. Oui. Voilà. Alors, je ne sais plus quel hôpital, mais effectivement, j'en ai entendu parler depuis déjà quelques temps. Ça pénètre quasiment maintenant bientôt tous les hôpitaux, mais j'espère. Pourquoi pas ? Ouais. Puis il y a des études scientifiques, notamment une étude aux États-Unis publiée dans The Journal of the National Cancer Institute, où il a été démontré que l'hypnose réduisait significativement la douleur, l'anxiété et le besoin de sédatifs chez des patients atteints de cancer subissant des interventions chirurgicales. Ouais. Donc je veux dire, c'est pas anodin. Et puis c'est intéressant parce que du coup, c'est un croisement maintenant entre la spiritualité et la science. Carrément. Il faudrait qu'ils marchent main dans la main, de toute façon, parce qu'avec tout ce qu'on découvre aujourd'hui... ça serait fabuleux. Des deux côtés, ouais. Alors, l'hypnose, ça se passe... Donc, il y a beaucoup de résultats et de plus en plus. Est-ce qu'on a besoin de... Par exemple, quelqu'un qui vient vous voir, qui vient te voir, est-ce qu'elle a besoin de croire en ça, ou même si on n'y croit pas, ça peut fonctionner ? Alors, c'est une question intéressante. Alors, moi, j'ai tendance à dire que l'hypnose, déjà, ça fonctionne pour tout le monde, dans la mesure où c'est un état qui est naturel à la base. Et tout le monde traverse un état d'hypnose au moins une fois par jour, puisque c'est une phase entre l'endormissement profond et la pleine conscience. Vous savez, quand on commence à s'endormir et puis on se réveille subitement, enfin on se réveille. On est dans un état où on se rend compte qu'on est en train de s'endormir. Voilà, c'est ça, c'est cet état, c'est à ce niveau-là que ça se joue.
Et même, on peut avoir des micro-hypnoses également en voiture. Des fois, on conduit, puis pendant 3 minutes, on fait une micro-hypnose et on se dit, mais ça en est déjà arrivé. Ça m'est arrivé. Déjà, voilà. Mais ça, c'est un état méditatif qui se rapproche de l'hypnose, par exemple. Et ta question, du coup, Brigitte, pardon. J'ai voulu déborder. Ouais, ma question, c'était, est-ce qu'il était nécessaire de croire à l'hypnose pour que ça fonctionne? Non, alors c'est pas nécessaire. Oh non, puisque c'est quelque chose qui se passe. C'est un peu comme les rêves, quoi, la notion de rêve. Ouais, de toute façon, l'hypnose, moi, quand je dis toujours aux personnes qui viennent en séance, prenez-le comme un voyage de l'esprit. Ok. L'état d'hypnose, c'est pas une hypnose qui se cherche, c'est une hypnose qui vous emporte. Après, c'est vrai que les personnes qui sont un peu plus réticentes, qui sont un peu plus, on va dire, dans le mental, c'est un peu plus long pour les faire partir en hypnose, mais bon, après, on a des outils pour ça. Hein. Mais après, on arrive toujours quand même à avoir des résultats. Il se passe toujours quelque chose sous hypnose. Il y a toujours une compréhension à faire. Moi, j'ai une question parce que on s'est déjà rencontrés, hein, et puis Oui. on en a discuté. J'ai discuté avec quelqu'un qui me dit, oui, mais alors moi, j'ai pas de vision, je peux pas faire d'hypnose. C'est-à-dire que quand on l'invite à voyager, tu sais, on dit vision, regardez, imaginez-vous quelque chose. Il dit, moi, j'ai pas d'image, donc je peux pas faire d'hypnose. Okay. Est-ce que c'est vrai? Ouais, alors ça c'est parce qu'il y a plusieurs, on peut faire appel à plusieurs sens sous hypnose. Ah, ok. Il y a effectivement le visuel, l'auditif. Il y a tellement de possibilités de rentrer en hypnose et en fait, quand je parle d'hypnose, je dis pas qu'est-ce que vous voyez, mais qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous percevez, voilà. Oui, parce que c'est lié à l'émotionnel quand même. Aussi, ouais, bien sûr, puisqu'on est dans les émotions. Ouais. On est dans les émotions, puisque la blessure souvent vient d'un choc émotionnel. Ouais, c'est ça, ou un trauma, etc. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que j'ai fait une hypnose de régression à une personne, il y a toujours un filigrane, elle se voit quand même dans sa vie antérieure, quand même. D'accord. C'est jamais arrivé qu'une personne ne saisisse rien, quoi. Et ça, par contre, alors j'avoue que je ne me l'explique pas. Autant sur les hypnoses évolutives, on peut avancer par rapport à l'auditif, mais en hypnose de régression, il y a toujours une vision, il y a toujours de la matière. Même si les gens, à la base, n'arrivent pas à avoir de vision. Moi, je suis le cas, alors c'est quelqu'un de ma famille qui m'a posé la question, et moi, je suis le cas typique. D'accord. Je n'ai pas de vision. J'ai des ressentis, mais pas de vision. Ok, alors je te mets... Enfin, jusqu'à aujourd'hui, hein. Je viendrai te voir. Je te mets au défi, voilà. Et après, c'est vrai que l'hypnose de régression, c'est une technique qui vise à accéder à des souvenirs enfouis. D'accord. Et souvent, c'est pour dénouer effectivement des blocages émotionnels ou identifier des schémas inconscients. Voilà. Donc, on peut venir te voir, par exemple, s'il y a, comme tu disais tout à l'heure, des situations répétitives. On est toujours dans la même situation. Et tu avais évoqué un cas, moi j'aime beaucoup, sur la personne qui n'arrivait pas à se positionner, parce que c'est pas forcément d'émotionnel, mais ça peut être un problème, entre guillemets, technique par rapport à d'autres. Ouais. C'est-à-dire par rapport au problème relationnel, comme cette histoire de positionnement. Tu veux bien nous en parler, hein? Bien sûr. C'était un cas concret, effectivement. Il avait une grosse fragilité, un manque de positionnement, que ce soit envers les hommes ou les femmes. Hein. Et en fait, en connectant avec la vie intérieure, parce que ce qui est intéressant aussi, je fais juste une petite parenthèse, c'est que votre subconscient, par rapport à la problématique pour laquelle vous venez, vous amènera toujours dans la vie où vous obtiendrez des réponses. Et ça sera toujours sécure. J'entends par là que cette personne, en fait, elle a connecté à une vie où elle était sourde, muette et exploitée. Donc, vous voyez, ça faisait beaucoup pour une seule personne. Et du coup, rien qu'en revivant ça et en comprenant ça, ça a levé beaucoup de barrières dans sa vie. Ah oui, elle est venue avec un sacré bagage quand même là. Elle avait un sacré bagage là. Ouais, tout à fait. En fait, on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer la façon dont il vit en nous. Voilà. Oui. Parce que ça, c'est une belle phrase, oui, complètement. Ouais, parce que souvent on dit faut pas regarder derrière, mais le problème c'est que si le passé n'est pas résolu, c'est bancal, quoi. Et puis on est aujourd'hui ce qu'on a vécu hier, quoi. Ben oui, c'est ce qui nous a construit. C'est ce qui nous a construit, c'est ça, oui, complètement. C'est comme notre histoire, l'histoire de notre pays, on s'appuie sur un socle. Et si le socle correspond à un château de cartes, ça devient que c'est compliqué, quoi, humainement parlant, quoi, émotionnellement. Donc ce que tu dis par rapport au subconscient, je voudrais juste rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, même si quelqu'un qui vient, qui n'est pas franchement d'accord, elle va quand même, il n'y aura pas de blocage. Son subconscient va quand même lui envoyer l'info qu'elle a besoin de recevoir
au moment. Absolument, puisque le subconscient, c'est tout à propos de nous. Complètement, oui, ça, moi j'en suis persuadé. Mais... C'est pour ça que souvent, ça ne sert à rien d'aller chercher des réponses à l'extérieur, et il faut arriver à s'introspecter. Et le meilleur moyen, pour moi, hein, c'est ma vérité en tout cas, pour moi c'est l'hypnose, quoi. Oui, bien sûr. Parce que de toute façon, quand on commence à faire alors, on va dire un travail. Travail, c'est un peu dur, mais quand on commence à justement s'introspecter, ouais. À un moment donné, moi j'ai l'habitude de dire, quand on arrive au bouton rouge, on n'a pas forcément envie d'appuyer parce qu'on sait que ça va faire mal. Ouais, donc c'est intéressant d'être accompagné dans ce genre de démarche. Bien sûr. Et donc l'hypnose, toi tu préconises l'hypnose puisque tu as eu cette belle expérience qui a changé et qui a transformé quand même un pan de ta vie. Un grand pan de ma vie. Un grand pan de ta vie, d'accord. Donc voilà. Oui, tout à fait. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais, l'hypnose aussi, c'est que ça reste, contrairement à une fausse croyance qui dit que nombreuses personnes pensent qu'on dort sous hypnose. Ah oui. Alors que c'est de l'hyperconscience. D'accord. C'est justement là où on peut déprogrammer des programmes nocifs et toxiques pour les remplacer par quelque chose de sécure. Et c'est vrai que d'être accompagné, alors faut bien choisir son thérapeute, hein, évidemment. Ouais, il faut avoir confiance là. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que, en fait, moi, quand je fais des séances, avant de démarrer une séance, j'ai toujours minimum 1 heure d'entretien, quoi. Parce que j'ai besoin de comprendre déjà sur quelles ressources je vais m'appuyer par rapport à la personne. On ne va pas s'appuyer sur mes ressources à moi, c'est sur les ressources de la personne. Et puis ça permet aussi de créer ce climat de confiance qui va faire que la séance sera réussie et aboutie, quoi. Oui, on ne s'amuse pas dans ce domaine avec quelqu'un auquel on croit en moyen ou si on n'a pas une confiance totale, effectivement. Ah, il vaut mieux être en confiance, ouais, c'est sûr. Bon, en général, ça se passe bien. C'est une bonne nouvelle. Oui. Et donc, tu es installé où, toi, maintenant Alors, à présent, je suis installé à La Croix-Falgarde. Ok. Voilà. Proche de Portet-sur-Garonne, hein, et à Toulouse-Sud. Et voilà, c'est là où je réalise les séances. Super. Donc, on prend rendez-vous, on vient de voir. Première séance, je suppose que tu commences par l'anamnèse. Oui, c'est ça. Pour découvrir le patient, son histoire. Son histoire, déjà, parce que la personne a besoin de se livrer, moi j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et puis souvent, il y a des personnes qui viennent me voir par rapport à une problématique, mais elles ignorent la cause réelle, l'origine. Alors, la réponse, souvent, on va la chercher en hypnose de régression, mais souvent, l'identification de la problématique, elle est vraiment sous-jacente, en fait. Il faut aller chercher plus loin. Et ça se fait en une séance quand même ou non, il y a besoin peut-être d'une autre séance. Il faut 2 séances. Ouais. Je préconise 2 séances parce que l'hypnose régressive, c'est une hypnose quand même qui est assez profonde. Et pour garantir, on va dire, l'efficacité, ou en tout cas se donner les moyens de la réussite de la séance, je veux dire, je préconise toujours une pré-séance qui va instaurer déjà ce climat de confiance. Entre-temps, j'envoie un enregistrement afin que la personne puisse écouter et s'habituer à ma voix. Et puis ça l'entraîne aussi à partir en hypnose, de façon à ce que le jour J, on puisse aller à l'essentiel et qu'elle vive une belle expérience. Génial. Oui. Super. Est-ce que tu as autre chose à nous préciser sur l'hypnose ? Moi, je ne vois pas d'autres questions parce que je pense que la meilleure des façons, c'est d'aller de passer le pas, quoi, d'aller vérifier par soi-même. Oui, en fait, oui, j'aurais beaucoup de choses à rajouter, mais notamment, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à l'hypnose. Et pourtant, et souvent, les gens qui ne croient pas à l'hypnose sont des gens qui n'ont pas testé l'hypnose. Ah oui, bien sûr, ça, voilà, c'est facile. C'est souvent ça. Mais si on se renseigne un petit peu... Ouais, ou alors qui ont testé, mais pas forcément celle que tu fais. Parce que souvent, les gens disent moi, j'ai voulu arrêter de fumer, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas du tout la même hypnose que tu proposes. Alors, du coup, je fais une parenthèse par rapport à ce que tu dis. Effectivement, il y a des gens qui pensent que l'hypnose c'est de la magie et qu'une simple séance, sans être acteur de leur changement, ça va changer quelque chose dans leur vie. Mais ça ne marche pas comme ça, et c'est valable également pour l'hypnose, dans la vie de tous les jours, mais pour nul autre pan de notre vie. Bien sûr. Moi, comme je dis aux gens, il faut être acteur de son changement. C'est pour ça que je pose des questions sous hypnose et on chemine ensemble. C'est pas moi qui amène les gens dans un endroit, je les suis là où ils vont et je pose des questions. En fonction des réponses et on exactement. Et il faut être vraiment acteur de son changement. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que si on se renseigne un petit peu, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu des régressions. Et même, je me rappelle l'histoire de Christian Haupt,
C'est un jeune Américain qui avait 5 ans et qui donnait des détails à ses parents d'un joueur de baseball professionnel qui avait vécu dans les années 20 et 40. Mais des détails hyper précis sur sa vie, là où il vivait. Et en fait, ses parents, au bout d'un moment, ils ont fini par se renseigner. Effectivement, ce joueur de baseball avait réellement existé et c'était lui qui s'était réincarné. Oui, il y a plusieurs cas comme ça d'ailleurs. On ne va pas partir sur la réincarnation, quoique le livre en fait partie. Enfin, ça fait partie du livre, effectivement, d'histoire. Moi, j'avais découvert l'histoire qu'on peut trouver sur Internet d'ailleurs, l'histoire d'un aviateur aussi, un jeune aviateur qui était en Amérique. Et tout petit, se cachait dans les placards et il prenait une boîte, il faisait l'avion, puis il était descendu, il avait peur du feu, etc. parce qu'il avait été pendant la guerre. Et ses parents l'ont cru, ils ont fait des recherches et effectivement, ça s'est passé quand il a été sur le lieu où a été abattu, c'était au Japon, je crois. Je crois, le lieu où a été abattu l'avion pendant une cérémonie. Et il avait 10-15 ans à peu près. Et ça s'est arrêté là, quoi. Mais c'est formidable. Et puis Dolores Cannon, qui est la pionnière de l'hypnose régression, elle a fait plus de 1000 ou 2000 régressions, je ne sais plus. Et elle a interrogé, il y a des personnes qui ont vécu, qui ne se connaissaient pas, qui ont vécu la même chose à la même époque. C'était des civilisations qui ont disparu, dont notre histoire ne fait pas mention. Donc il semblerait qu'il y ait des oublis quand même dans l'histoire officielle. C'est une autre histoire, justement. Mais c'est formidable. Et les gens ne se connaissaient pas. Ils ont donné des détails, mais vraiment incroyables. Complètement. Donc il y a des choses, et puis la science ne peut pas, pour l'instant, ne peut pas tout expliquer, mais c'est pas parce que la science ne peut pas tout expliquer que ça n'existe pas. Puisque déjà, d'abord, on ne sait même pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Donc, alors là, on va partir de là. On va revenir sur l'hypnose parce que le sujet est beaucoup trop vaste. En tout cas, on n'a pas de certitude. Ça veut dire que oui. Donc effectivement, le livre dont je vous ai parlé, qui a écrit Philippe Librero, ici présent, Electrisium ou l'éternité en partage, va regrouper tout ça, en fait. Va regrouper à travers l'histoire de Luigi toute cette aventure. On va comprendre certaines choses. Et effectivement, si l'hypnose vous fait peur ou si vous en avez entendu parler sans vouloir sauter le pas, et qu'il y a aussi forcément, on ne peut pas dire qu'on est hyper zen tous, soyons honnêtes. Si on est un peu honnête avec nous-mêmes, il y a quand même des petites choses à transmuter pour un bien-être total. Donc pourquoi pas avec l'hypnose. Si vous voulez en savoir plus, Philippe Librero est à son cabinet sur la Croix-Fagarde, c'est ça à la Croix-Fagarde. Et avant, soyez un peu plus curieux peut-être, envie de livre, de passer un bon moment, retournez dans les années 40 avec ce livre Electrisium ou l'éternité en partage, qui est un concentré, qui est une très belle histoire déjà, avec un personnage complètement atypique, et en plus qui va vous donner des clés, parce que comme je disais tout à l'heure, quand on arrive au dernier chapitre qui s'appelle La Lumière, on comprend énormément de choses. Forcément, il y aura des résonances avec votre histoire, avec un pan de votre histoire, avec quelqu'un que vous connaissez. Alors n'hésitez pas, faites passer l'info. En tout cas, merci pour ce bel échange. Merci de nous avoir découvrir l'hypnose régressive, soyons précis, l'hypnose régressive. Et puis, écoute, bon succès à ton livre. Je crois que tu en as sorti un deuxième qui risque d'arriver bientôt. Enfin, tu es sur un deuxième livre. C'est ça. Voilà. 10 clés pour se libérer du stress. Voilà, donc après l'hypnose, le stress, ça sera un autre rendez-vous. À bientôt à tous. Merci. Et au revoir. Merci au revoir, Brigitte, Philippe. au revoir.